Bonsoir et bienvenue sur Athénée Noctua, votre podcast de philosophie du vendredi soir. Nous nous retrouvons ce soir pour aborder le thème des classes préparatoires ECG et ECT aux écoles de management, qui est l'image. Et j'aimerais aborder aujourd'hui la question de l'origine des images, et plus particulièrement l'origine des images peintes, donc de la peinture, qui est un thème abordé très tôt dans l'histoire de la pensée, par l'auteur latin Pline l'Ancien, P-L-I-N-E, auteur sans doute né aux alentours des années 23 ou 24 avant Jésus-Christ, et mort en 79 après Jésus-Christ, ce qui fait de lui, au niveau de l'écriture, un auteur plutôt du 1er siècle après Jésus-Christ. Pline est un encyclopédiste, il est l'auteur d'une histoire naturelle qui comporte 37 volumes, qui sont une mine d'informations pour comprendre la civilisation latine mais aussi grecque. Et donc je m'appuierai essentiellement sur la traduction qu'en a donnée au XIXe siècle Émile Littré. Littré que l'on connaît surtout bien sûr pour son dictionnaire de la langue française, le dictionnaire Littré, mais qui est aussi un philologue, c'est-à-dire un spécialiste des langues anciennes, traducteur de textes en langue grecque, notamment l'œuvre d'Hippocrate, le célèbre médecin, et l'œuvre de Pline, qui nous occupe donc aujourd'hui. Traiter la question de l'origine des images, c'est traiter donc la question de leur provenance, de leur naissance, de la cause qui les a fait naître. En effet, le mot « origine » vient de « origo », la provenance, qui est un terme latin dérivé du verbe « oriri », qui a donné l'Orient, et qui signifie se lever ou naître. L'endroit où le soleil se lève, c'est cela l'Orient. Or, interroger l'origine de l'image, je ne puis le faire raisonnablement sans aborder également cette autre question qui est le fondement de l'image. Je distingue rapidement ces deux notions. On appelle l'origine le commencement temporel de quelque chose. Donc on va essayer de remonter dans le temps pour voir où les images peintes commencent à exister, où le phénomène de l'image peinte émerge. On peut aborder également bien sûr les causes de ce phénomène. La notion de fondement renvoie plutôt à ce qui va justifier ou rendre raison de quelque chose. Par exemple, une peur peut très bien avoir une origine mais ne pas être fondée. Une peur peut être infondée. Donc il y a bien une distinction conceptuelle entre l'origine et le fondement, mais aborder l'origine des images, c'est-à-dire le commencement temporel des images, c'est aussi rendre raison de ces images, pourquoi elles ont leur pertinence, pourquoi il a fallu qu'elles existent. Il ne s'agit pas du tout, ou seulement, d'aborder l'origine technique de la constitution des images, mais de comprendre qu'est-ce qui motivait les premiers peintres à produire les images peintes. Et pour répondre à cette question de l'origine ou du fondement, ou de l'origine et du fondement des images, deux possibilités. D'une part, s'appuyer sur l'archéologie, sur les enseignements des spécialistes de la préhistoire, puisqu'il y a eu en effet des images très anciennes qui ont été découvertes et qui nous indiquent sans doute à la fois leur nature, mais également les causes peut-être, on peut les imaginer, les déduire, de leur production. Mais on peut aussi s'appuyer sur des mythes, et c'est la raison pour laquelle je me permets de mobiliser Pline l'Ancien ici, puisqu'il va raconter quant à lui, non pas l'origine historique de ces images, mais leur origine mythique. Je commencerai par quelques rappels historiques ou plutôt préhistoriques. En Ardèche a été découverte à Combe d'Arc, à la veille de Noël 1994, la grotte Chauvet, C-H-A-U-V-E-T. Jusqu'à présent, on considérait que les images les plus anciennes connues étaient celles découvertes dans la grotte de Lascaux et qu'elles dataient de moins 15 000 ans avant Jésus-Christ. Avec la grotte Chauvet, on découvre des images plus anciennes puisqu'elles datent de moins 30 000 avant notre ère. Or, celui qui est à l'origine de ces œuvres et qui est l'Homo sapiens est bien plus âgé puisqu'on évalue l'Homo sapiens à 120 000 ans d'existence. Et en effet, hors la France, on a découvert en Afrique du Sud un décor très ancien qui est daté au carbone 14 de moins 77 000 ans, qui est composé de 5 blocs d'ocre rouge trouvés dans des grottes près du Cap, les grottes de Blombos, B-L-O-M-B-O-S, blocs d'ocre rouge gravés d'un léger quadrillage de la main de l'homme. Indéniablement, ce serait peut-être la plus vieille image du monde. Alors elle n'est pas peinte, elle est gravée,
De striures donc, très abstraites, ce qui laisse supposer donc que l'abstraction a peut-être précédé la figuration. En tout cas, rien de bien commun entre ces quelques traits gravés et la salle des taureaux dans la grotte de Lascaux, qui donne à voir 2 fils d'aurochs se faisant face, 2 d'un côté, 3 de l'autre, mais aussi une dizaine de chevaux, des cerfs et un ours, un renne et encore un groupe de félins. Dans cette grotte de Dordogne, découverte en 1940, on découvre également l'homme. L'homme représenté de manière ityphalique, I-T-H-Y-P-H-A-2-L-I-Q-U-E, c'est-à-dire avec un sexe érigé, avec une tête d'oiseau et qui semble renversé, peut-être par un bison qu'il vient d'éventrer avec une sagaie. Les peintures à Lascaux sont caractérisées par des procédés artistiques majeurs. D'abord l'usage de la polychromie, il y a plusieurs couleurs dans les œuvres de Lascaux. L'art de l'estompage, l'estompe consistant à étaler des particules de fusain par exemple, afin d'homogénéiser des aplats et d'obtenir des éléments intermédiaires comme des gris par exemple, de fondre les couleurs entre elles également. La perspective déjà, et si elle n'est pas géométrique, on voit bien que les anciens savaient déjà distinguer les éléments de premier plan qui sont gros avec les éléments d'arrière-plan qui sont plus petits. Et ce qu'on appelle encore les réserves, c'est-à-dire des éléments laissés en blanc par les peintres. Alors pourquoi ces hommes ont-ils peint cela dans des grottes de Dordogne? La question un homme se la pose, il s'appelle André Leroy-Gourhan, Leroy-Gourhan, qui est un ethnologue, archéologue, préhistorien français, spécialiste de la préhistoire et notamment grand analyste de cette grotte. Il est né en 1911, décédé en 1986, et on lui doit une interprétation très nouvelle de l'art pariétal paléolithique. J'appelle art pariétal celui des parois, bien évidemment. Et donc, la proposition de Leroy-Gourhan, notamment dans un ouvrage de 1965 intitulé « Préhistoire de l'art occidental », consiste à d'abord renoncer à des interprétations traditionnelles qui faisaient de cet art pariétal un art magique, chamanique, visant par exemple à assurer de bonnes chasses. On aurait dessiné les éléments que l'on chassait, les animaux que l'on chassait, pour organiser de manière presque totémique des chasses fructueuses. Leroy-Gourhan, pour dépasser cette représentation, part de l'analyse de la répartition et du groupement des figures animales, analyse leur fonction, le symbolisme de ces signes, notamment le symbolisme des signes géométriques que l'on trouve aussi dans les grottes sanctuaires, puisque, telle est sa thèse principale, ces grottes sont bien des sanctuaires. Autrement dit, c'est moins la dimension figurative en tant que telle de ces animaux qui méritent d'être relevés que leur dimension symbolique. L'activité artistique témoigne, d'après Leroy-Gourhan, de la liberté gagnée par l'émergence de la fonction symbolique. Réduire l'art préhistorique à son aspect brut et expressif ou à son aspect réaliste quasi photographique, voir en ces artistes des improvisateurs un peu légers, primitifs dans leur manière de faire, voilà ce que veut remettre en question Leroy-Gourhan, en considérant que la théorie chamanique selon laquelle l'art pariétal résulterait de rituels magiques qui seraient réalisés très ponctuellement, un peu avant ou légèrement après les chasses, sans produire un ensemble qui donnerait une globalité de sens, est tout à fait discutable. Pour lui, les grottes ont un sens global qu'il faut analyser du fait de la disposition des réalités les unes par rapport aux autres. Ainsi, Leroy-Gourhan réinscrit cet art dans la culture, dans l'approche technique, mais aussi la construction sociale et la religion des hommes de ce temps. L'art, c'est un moment de la culture. La preuve en est, c'est que les animaux représentés par ces hommes ne sont pas nécessairement les animaux qu'ils chassaient. En tout cas, ils ne figurent pas, ces animaux chassés, dans les mêmes proportions que les autres animaux. La démarche de ces premiers artistes ne consistait pas seulement à copier, à saisir quelque chose de purement formel, sorte d'enregistrement passif du donné qui serait perçu de manière un peu mécanique. L'art, au contraire, est, d'après Gourhan, dès son origine, expression symbolique, distance de l'homme avec le donné, ce qui justifie d'ailleurs l'existence d'éléments plutôt abstraits et pas simplement figuratifs. Dans un autre ouvrage qui précède légèrement cette étude de l'art pariétal, et qui s'intitule « Le geste et la parole », texte majeur de Leroy-Gourhan, l'auteur rappelle qu'il est dans le cerveau humain
une propriété, une faculté de symbolisation, qui consiste, je cite, à conserver une distance entre le vécu et l'organisme qui lui sert de support. Cette symbolisation, typiquement humaine, est une prise de distance par rapport à un milieu, par rapport à un phénomène. Elle existe dans les mots, dans les paroles, elle existe aussi dans les gestes, d'où le titre « Le geste et la parole ». L'art et symbole articule symboles abstraits et figurations réalistes parce qu'il est, je cite, « transposition symbolique plutôt que calque de la réalité ». La peinture n'a donc pas pour seule prétention de produire un double de la réalité, mais d'en donner une transposition symbolique. Et Leroi-Gourhan établit un lien très fort entre ces pratiques préhistoriques de l'art, de la peinture, et les mythes oraux. Pour lui, l'art préhistorique devait être une manière d'écrire ou de noter quelque chose de l'ordre du mythe. Cet art fonctionnait en quelque sorte comme le marqueur d'une parole collective. Avant tout, écrit-il, circulait le récit qui donnait la trame des représentations. Donc on peut imaginer une humanité qui parle, qui se transmet de la parole mythique, qui associe les animaux à des figures mythiques et non simplement aux produits objectifs de la chasse, et qui restitue cela par la parole d'une part, mais aussi par le geste pictural, en saisissant les contours. L'art donne une sorte d'existence physique à ce qui n'était que parole, traduit spatialement ce qui était de l'ordre du discours. Et en effet, tout le travail de Leroi-Gourhan consiste à faire de la grotte de Lascaux un parcours, comme une histoire qui se réciterait, qui se narrerait, et dont il faudrait comprendre l'organisation comme des symboles qui créeraient des phrases dans l'ordre du discours. Eh bien, cette fois, elle créerait des groupes d'images significatives, des images compréhensibles les unes par rapport aux autres. C'est un tout que raconte la grotte de Lascaux. C'est une représentation du monde, une représentation du sacré que nous délivre cette grotte. Je vous cite pour complément un extrait de l'ouvrage de Michel Melot, M-E-L-O-T, intitulé « Une brève histoire de l'image ». À propos de Leroi-Gourhan, il écrit « Le plus célèbre de ces chercheurs, André Leroi-Gourhan, n'en savait guère plus, mais considérait que ces images étaient des ensembles cohérents, liés par des récits fabuleux, où la structure du support rupestre joue le rôle de fil conducteur, comme une vaste légende affichée sur une carte. Peut-être les peuples qui, encore aujourd'hui, ont de semblables pratiques nous indiquent-ils leur origine. Les chasseurs-cueilleurs du Malawi, dont les sites ancestraux de peinture rupestre viennent d'être inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, les associent toujours à des rituels et des cérémonies liées à la fertilité. Les Warlpiri d'Australie tracent encore sur le sable, tout en psalmodiant leurs gestes fondatrices, des parcours légendaires qui rappellent leur histoire en configurant leur terrain de chasse et qu'ils appellent des rêves. Une petite remarque d'ailleurs sur cette citation, il s'agit bien de leur geste fondatrice d'un féminin puisque les gestes ici vont désigner les hauts faits des personnages historiques ou légendaires, c'est-à-dire de vastes poèmes épiques, les gesta en latin, les exploits. Nous sommes donc partis de la préhistoire et de l'analyse de spécialistes de la préhistoire comme Leroi-Gourhan pour aborder la naissance de la peinture, et étonnamment, où nous mène cette analyse préhistorique, si ce n'est aux mythes, aux gestes, aux grands exploits. Il y a quelque chose qui a trait aux mythes dans l'origine de la peinture, si bien que recourir cette fois à Pline, c'est-à-dire à un auteur qui va mobiliser des éléments mythiques pour analyser l'origine de cette peinture, n'est pas une idée saugrenue. Dans son Histoire naturelle, donc, au livre 35, qui traite de la peinture et des couleurs, la question de l'origine de la peinture est abordée en deux temps. D'abord, dans le paragraphe 5, qui peut être intitulé « Des commencements de la peinture, des peintures monochromes des premiers peintres », ainsi qu'au paragraphe 43, intitulé « Premiers inventeurs de l'art de mouler », qui évoque donc le modelage, mais qui pour autant traite aussi de la question picturale. Je vous lis le paragraphe 5. La question des commencements de la peinture est obscure et n'appartient pas au plan de cet ouvrage. Les Égyptiens assurent que cet art fut inventé chez eux, 6000 ans avant de passer en Grèce. C'est évidemment une vaine prétention. Parmi les Grecs,
Les uns disent qu'il fut découvert à Sicyone, les autres à Corinthe, tous convenant que les commencements en furent de circonscrire par une ligne l'ombre d'un homme. Voilà quel en a été le premier état. Dans le second, on employa une seule couleur, procédé dit monochrome, après que des procédés plus compliqués eurent été découverts. Encore aujourd'hui, la peinture monochrome est en usage. L'invention du dessin au trait est attribuée à Philoclès d'Égypte ou à Cléandre de Corinthe. Les premiers qui le pratiquèrent furent Ardykès de Corinthe et Téléphane de Sicyone. Ces artistes, sans se servir encore d'aucune couleur, jetaient dès lors des traits dans l'intérieur du contour. Aussi était-on dans l'usage d'ajouter le nom du personnage figuré. Le premier qui inventa l'art de colorier les dessins, et c'est avec des tessons broyés de peau d'argile, fut Cléophante de Corinthe. Nous dirons bientôt que ce Cléophante est différent de l'artiste du même nom qui, selon Cornelius Nepos, suivit en Italie Démarate, père du roi romain Tarquin l'Ancien. Démarate fuyait Corinthe pour échapper aux violences du tyran Cypsel. Je vous lis à présent le paragraphe 43. En voilà assez et trop sur la peinture. Il convient maintenant de parler de l'art de modeler ou plastique. Dibutadès de Sicyone, potier de terre, fut le premier qui inventa à Corinthe l'art de faire des portraits avec cette même terre dont il se servait, grâce toutefois à sa fille. Celle-ci, amoureuse d'un jeune homme qui partait pour un lointain voyage, renferma dans des lignes l'ombre de son visage projetée sur une muraille par la lumière d'une lampe. Le père appliqua de l'argile sur ce trait et en fit un modelé qu'il mit au feu avec ses autres poteries. On rapporte que ce premier type se conserva dans le Nymphaeum jusqu'à la destruction de Corinthe par Mummius. D'autres prétendent que les premiers inventeurs de la plastique furent Rhoecus et Théodore à Samos, longtemps avant l'expulsion des Bacchiades hors de Corinthe. Que Démarate, qui s'enfuyait de cette ville et qui en Étrurie donna le jour à Tarquin l'Ancien, roi du peuple romain, était accompagné des modeleurs Euchire, Diopus et Eugramme, et que ces artistes transmirent la plastique à l'Italie. L'invention de Dibutadès serait alors d'avoir mêlé de la rubrique à l'argile ou d'avoir modelé avec de la terre rouge. Il fut aussi le premier qui plaça des figures sur les bords des toits. Il les nomma d'abord prostipa, c'est-à-dire peu proéminentes, puis le premier artiste les fit proéminentes, ectipa. De là vinrent les ornements du fêtage des temples. C'est à cause de lui que les artistes en ce genre ont été appelés plastes. Je reviens à présent sur le contenu du paragraphe 5 que je vous ai lu. Pline commence par affirmer que la question des commencements de la peinture est obscure. Elle est obscure d'abord parce que chacun la revendique. Les Égyptiens considèrent que la peinture a été inventée par eux il y a plus de 6000 ans, puis est passée en Grèce, et l'auteur nous dit que ce n'est qu'une affaire de prétention, d'orgueil. Les Grecs, eux, ne sont pas toujours d'accord pour dire qui est à l'origine de la première peinture. Est-ce qu'elle a été découverte à Sicyone ? Est-ce qu'elle a été découverte à Corinthe ? La seule chose sur laquelle ils se mettent d'accord, et je cite, « que les commencements en furent de circonscrire par une ligne l'ombre d'un homme ». Donc la seule certitude, c'est que la peinture est d'abord la saisie du nombre par une ligne, c'est-à-dire ce qu'on appelle le dessin d'une silhouette. Les Grecs appellent cela écriture de l'ombre. Ombre, c'est skia, S-K-I-A, et la graphie, la graphia, skiagraphia. Voilà le terme pour désigner l'origine de la peinture. Pas de roc, donc, ni de cerf, ni de renne, ni de félin. C'est l'homme qui est à l'origine de la fabrication des premières images. Pline s'en tient à un constat sans expliquer les raisons de ce choix et distingue dans les commencements de l'image 3 étapes. La première consiste dans la skiagraphia, saisir une ombre, une silhouette, par la ligne, par le contour. La deuxième étape consiste à introduire la couleur, mais une seule couleur, dans ce dessin, c'est ce qu'on appelle le monochrome. Et la troisième étape consiste dans l'usage de la polychromie.
Je cite à nouveau le passage. « Circonscrire par une ligne l'ombre d'un homme, voilà quel en a été le premier état. Dans le second, on employa une seule couleur, procédé dit monochrome, après que des procédés plus compliqués eurent été découverts. » Le paragraphe qui suit ne cherche qu'à identifier le peintre originel, fût-il Philoclès d'Égypte donc, puisque les Égyptiens prétendaient être à l'origine de la peinture, ou Cléante de Corinthe, ou encore issu de la même cité Cléophante, ou de la cité de Sicyone, le célèbre Téléphane. On ne sait pas qui est à l'origine de la première peinture, mais ce que l'on sait, c'est que cela se situerait, si c'était en Grèce, dans les cités de Corinthe ou de Sicyone. Pline, en effet, sait que ces deux cités, qui étaient des cités assez rivales, avaient en commun d'être des hauts lieux de production de poterie peinte. Étant donné qu'il y a 3 moments dans l'histoire de ces commencements, Pline essaie tant bien que mal de répartir les tâches des uns et des autres. À Philoclès d'Égypte ou à Cléante de Corinthe, l'invention du dessin au trait. Quant à Cléophante de Corinthe, il aurait été le premier à colorier les dessins, notamment en broyant des tessons d'argile, dont il ferait peut-être de l'ocre. Les origines, on le constate, restent particulièrement obscures, comme l'affirme ici Pline, mais il cherche manifestement à plutôt privilégier la version grecque sur la version égyptienne. Dans le paragraphe 43, à présent, quelque chose se surajoute à la notion d'origine, qui est la notion du fondement. L'auteur, en effet, nous explique que Diboutadès de Sicyone était potier, et qu'il fut le premier à inventer un procédé qui est l'art de faire des portraits dans de la terre, et que cet art du portrait n'aurait pas pu être s'il n'avait pas reçu l'aide de sa fille. Quelle est exactement l'intervention de sa fille? Je reprends la formule. Celle-ci, amoureuse d'un jeune homme qui partait pour un lointain voyage, renferma dans des lignes l'ombre de son visage, projetée sur une muraille par la lumière d'une lampe. Le potier s'est donc servi en effet du travail de sa fille, laquelle a dessiné au mur les contours de l'ombre projetée par l'homme qu'elle aimait, ombre projetée du fait de l'existence d'une lanterne, d'une lampe à l'intérieur de cette maison. Parmi les images naturelles, comme le sont par exemple nos ombres portées, nos reflets dans l'eau, ou l'image reflétée sur la pupille des autres individus, eh bien il y a l'ombre. Et cette ombre, qui est donc une image naturelle, est le point de départ des images non naturelles, des artefacts. Un double naturel, notre ombre, constitue l'étape nécessaire pour qu'un homme ait l'idée d'inventer un double artificiel, une peinture. Autrement dit, on le voit, l'exercice de la peinture, qui est un exercice culturel, s'ancre dans la nature et limite. Il s'agit de cerner quelque chose que la nature a déjà créé, l'ombre. Nous pourrions en tirer cette leçon générale que les images naturelles sont les modèles nécessaires pour l'invention des images artificielles. On retrouve ici ce qui était déjà exposé dans le paragraphe 5, le seul point sur lequel tout le monde était à peu près d'accord, je cite, « tous convenant que les commencements en furent de circonscrire par une ligne l'ombre d'un homme ». À présent, l'on sait que cet homme, c'était le jeune homme dont était amoureuse la fille du potier. L'origine est donc la même dans ces deux paragraphes. La question que l'on pourrait poser, c'est « et quid du fondement ?» Y a-t-il une raison raisonnable à l'origine de la fabrication des premières peintures? Or, on le sait, cette femme était amoureuse, et la seule évocation de cet adjectif amoureuse indique qu'il y avait quelque chose d'infondé, de passionnel, de non raisonnable dans la démarche de la jeune femme. Le mythe suggère que l'image est son fondement, si l'on appelle fondement, des raisons raisonnables de produire des images et de peindre. Le texte latin ne dit pas tout à fait « amoureuse », il dit « prisonnière d'amour », « capta amore ». Un participe passif donc, capta, qui suggère que la jeune fille n'est pas maîtresse d'elle-même, elle est passionnée. C'est l'amour qui est à l'origine de la fabrication des images. Quelque chose d'affectif est à l'origine de la peinture. L'inventeur premier de l'image, c'est l'amour. Rien de rationnel donc, aucun fondement à l'origine de l'image. Seulement quelque chose qui est de l'ordre de la peur panique de perdre celui qui devrait partir demain pour un long voyage.
la peur du manque, la peur de ne plus être aimé. Il y a d'ailleurs dans l'usage même du verbe circonscrire, puisque l'auteur nous disait dans le paragraphe 5 « Tous convenant que les commencements en furent de circonscrire par une ligne l'ombre d'un homme », ce verbe n'est pas anodin. Faire le tour, écrire le contour, circonscrire, c'est essayer de s'emparer de l'autre, de le conserver malgré lui, de l'entourer de ses bras, de son amour, l'empêcher de partir. Au paragraphe 43, le verbe est également intéressant. Cette jeune fille, je cite, « renferma dans des lignes l'ombre de son visage projetée sur une muraille par la lumière d'une lampe. » Elle enferme, elle renferme, elle emprisonne à nouveau, elle qui est prisonnière de l'amour, emprisonne l'être qu'elle aime dans une image. La lampe ou lanterne qui permet à cette ombre de se produire sur le mur symbolise l'intériorité de l'espace féminin, le lieu domestique dans lequel les femmes sont régnantes. Alors que l'extérieur, que convoite ce jeune homme qui veut partir pour un voyage lointain, incarne le monde politique, celui des hommes, auquel les femmes n'ont pas accès. L'image aurait donc une origine féminine, passionnelle, qui s'opposerait à la quête d'une extériorité, un peu comme dans l'allégorie de la caverne chez Platon, s'opposent la caverne et l'extérieur, comme l'ignorance au savoir. Et ces deux textes, celui de Pline et celui de Platon, sont caractérisés par la même métaphore de l'emprisonnement. Les raisons donc qui motivent cet emprisonnement seraient la peur de la perte. Perte au sens du départ de ce jeune homme, mais aussi plus globalement perte au sens de la mort. Car en effet, qu'est-ce qu'une ombre ? L'ombre est caractéristique du vivant. Elle est le double naturel qui est placé sous la lumière du jour. Tout vivant a une ombre. Mais elle s'efface, cette ombre, lorsque la vie disparaît. Les morts n'ont pas d'ombre. Au mieux, dans les enfers, chez les Grecs, ne sont-ils eux-mêmes que des ombres, mais ils n'ont pas d'ombre. Au XVIIIe siècle, Fontenelle chante Dibutade et lui fait écrire une lettre à son amant. Et cet amant, il se nomme dans le poème de Fontenelle Polémon. Polémos, c'est la guerre, Polémon, ce serait donc le guerrier. Autrement dit, on passe de Pline à Fontenelle, d'un homme qui partait en voyage à un homme qui est envoyé à la guerre. Cet homme, donc, est porté par un destin funeste, si bien que la cause de l'image n'est pas tant l'amour que la peur de la mort, ce qui permet de faire le lien avec la dimension originelle du mot imago que j'avais abordé dans un cours précédent, je vous y renvoie, et qui, imago, désignait les masques funéraires, c'est-à-dire que l'image était directement reliée à la thématique de la mort. Il n'y aurait d'image que parce que l'être humain est mortel, et qu'il essaie, par la fabrication de la peinture, d'échapper au trépas. Pour finir ce petit podcast, je voudrais aborder un article dont je me suis inspirée pour le fabriquer, qui est un article formidable de Françoise Frontisy-Ducroux, que vous trouverez sur le site de Kern, kern.info, et qui s'intitule « La fille de Dibutade, l'inventrice inventée ». Elle constate notamment que ce mythe de Pline n'est pas tout à fait mort et qu'il fonctionne encore, revivifié par exemple dans l'art contemporain par la photographe Karen Knorr, K-N-O-2-R, dans une œuvre intitulée « La fille de Dibutade ». Cette photographie représente l'artiste en train de produire le cerne d'une silhouette, à part que cette silhouette n'est pas une silhouette masculine, celle de l'amoureux de la fille du potier, mais une silhouette féminine. Elle y voit la revendication de l'origine féminine de la peinture, de l'image, puisque c'est une jeune fille qui a inspiré son père potier et qu'elle disparaît de l'histoire pour valoriser plutôt Dibutade. Françoise Frontisy-Ducroux rappelle d'ailleurs au passage que Dibutade est une erreur de traduction que commet Émile Littré, puisque dans le texte que je vous ai lu, il est bien question de Dibutade. En fait, le potier s'appellerait Butades, Butade donc. Et la jeune fille serait appelée, dans les traductions italiennes du texte de Pline, la fille di Butades. Et donc, par une erreur sans doute de transcription, on a cru que c'était la fille d'Ibutade, donc que c'était peut-être le nom de la jeune fille, ou le nom complexe du potier. Je referme cette parenthèse
En tout cas, ce qui est important, c'est de voir combien l'art contemporain essaie de remanier l'origine de la peinture en lui donnant une source féminine plutôt que masculine. Je cite pour finir une remarque de l'autrice de cet article. Revenons pour conclure à l'époque contemporaine. Les femmes artistes qui se placent sous le patronage de Dibutade se réclament de la légende popularisée par la tradition picturale néoclassique qui présente de sérieuses distorsions par rapport à la tradition antique. Ce n'est pas leur affaire que de revenir aux sources pour y procéder à un travail philologique. La position de Karen Knorr en est d'autant plus intéressante, car tout en travaillant à partir d'une mauvaise traduction de Pline, et en utilisant l'expression erronée « fille » de Dibutade, cet artiste a bien perçu la teneur misogyne de l'anecdote initiale. Cette analyse s'achève, je vous remercie de l'avoir écoutée, et je vous dis à très vite pour philosopher un peu à l'heure bleue avec moi.